Ma femme a dit à tout le monde que j'étais un raté qui ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille. Elle s'est moquée de moi à chaque dîner de famille jusqu'à ce que son téléphone ne vibre et que toute la pièce ne devienne silencieuse. Si tu avais fait quelque chose de ta vie, je n'aurais pas à t'expliquer aux gens. Ma femme a dit cela en me regardant bien en face tout en me passant la purée de pommes de terre. Il y avait 23 personnes à la table. Son frère Thibaut a ricané dans sa serviette. Mon fils Lucas a fixé son assiette comme s'il venait de se souvenir de quelque chose d'urgent à propos des haricots verts. Mon beau-père a levé son verre et a fait semblant de ne pas avoir entendu. Et puis Mélanie a ajouté la phrase qu'elle perfectionnait depuis 6 ans, « Il n'est tout simplement pas fait pour subvenir aux besoins. » Quelque part dans la maison, un téléphone a vibré. Pas le mien, le sien. Et avant que la nuit ne soit terminée, cette vibration allait mettre en pièces l'histoire qu'elle avait racontée à mon sujet. Mais cela n'a pas commencé à cette table. Cela a commencé avec de la pluie contre un pare-brise, un couloir d'hôpital qui sentait l'eau de Javel et le café brûlé, et un choix qui m'a coûté plus que ma fierté. Avant que je ne poursuive, si les histoires de force tranquille et de famille compliquée signifient quelque chose pour vous, restez avec moi. Maintenant, laissez-moi vous ramener en octobre, 6 ans plus tôt, la nuit où j'ai appris avec quelle rapidité la valeur d'un homme peut être réécrite. Je m'appelle Étienne Morel. J'ai 45 ans. Il y a 6 ans, je n'étais pas un raté. J'étais superviseur des opérations de terrain pour une entreprise de distribution régionale à l'extérieur de Lyon. Ce n'était pas prestigieux. Je ne portais pas de costume. Je portais des bottes à embout d'acier et je transportais une tablette qui sentait légèrement l'huile de machine. Je gérais des équipes qui réparaient des systèmes de convoyeurs dans des entrepôts qui ne dormaient jamais. Je gagnais 75 000 € par an. Cela couvrait l'hypothèque. Cela couvrait les frais de football de Lucas. Cela couvrait les dîners que Mélanie aimait organiser, où elle me présentait comme « le muscle dans les coulisses », avec un rire qui semblait affectueux si vous n'écoutiez pas de trop près. J'étais présent. Je travaillais. Je subvenais aux besoins. L'appel est arrivé à 2h17 du matin, un mercredi. Je me souviens de la minute exacte parce que je venais de me retourner dans mon lit quand mon téléphone s'est éclairé sur la table de chevet. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Monsieur Morel a demandé une infirmière quand j'ai répondu. C'est l'hôpital Saint-Joseph. Votre mère a été admise il y a environ 1 heure. Ma mère, Marthe, vivait seule dans une petite maison de plain-pied à 20 minutes de là. Elle avait toujours été têtue à ce sujet. Je t'ai élevé seule, disait-elle. Je peux m'occuper d'une chaudière et d'une liste de courses. Cette nuit-là, elle s'était effondrée dans sa cuisine. Un accident vasculaire cérébral mineur, c'est ainsi que le médecin l'a appelé. Mineur, comme si ce mot rendait la chose moins terrifiante. J'étais habillé avant que l'infirmière n'ait fini de parler. Je l'ai dit à Mélanie. Elle s'est assise, les cheveux tombant sur son visage, l'irritation se formant déjà. Elle a dit, « Étienne, nous avons les Girard qui viennent dîner demain. Ma mère est aux urgences. » Mélanie a soupiré. Pas le genre de soupir qui vient de la peur, mais celui qui vient du dérangement. « Appelle ta sœur, a-t-elle dit. Je n'ai pas de sœur. Elle n'a pas répondu à cela. Elle s'est simplement retournée. Tiens-moi au courant, a-t-elle murmuré. Le trajet jusqu'à l'hôpital a duré 37 minutes sous une pluie qui brouillait chaque lampadaire. Je serrais le volant si fort que mes articulations me faisaient mal. Quand je suis entré dans la chambre, ma mère paraissait plus petite. C'est ce qui reste gravé en vous. Pas les moniteurs, pas la perfusion intraveineuse. Juste à quel point une personne peut paraître petite dans un lit au drap blanc bordé trop serré. Sa parole était pâteuse, son bras gauche était faible, mais ses yeux étaient clairs. « Tu es venu ?» a-t-elle chuchoté. Bien sûr que je suis venu. Je ne savais pas alors combien de fois j'entendrais cette phrase dans ma tête au cours des 6 années suivantes. Tu es venu. Le neurologue a expliqué le plan de rééducation. De la physiothérapie 3 fois par semaine. De l'ergothérapie. Quelqu'un devait être présent pendant au moins quelques mois pendant qu'elle reprenait des forces. L'assurance en couvrirait une partie. Pas assez. J'ai fait le calcul dans ma tête pendant qu'il parlait. Je devrais réduire mes heures, peut-être passer à temps partiel temporairement, peut-être accepter un rôle moins important. Je n'ai pas hésité.
Certaines décisions ne sont pas stratégiques. Elles sont instinctives. Quand j'ai dit à Mélanie le lendemain matin que j'avais demandé un emploi du temps réduit pour aider à la rééducation de ma mère, elle est devenue silencieuse. Pas un silence choqué. Un silence calculateur. Et combien de temps cela est-il censé durer, a-t-elle demandé. Quelques mois, peut-être 6. Elle a croisé les bras. Tu vas saborder ta carrière pour ça. C'est temporaire. Elle m'a regardé comme si je venais d'admettre quelque chose d'impardonnable. As-tu une idée de ce que les gens vont dire? Que tu n'as pas pu supporter la pression? C'est ma mère. Et je suis ta femme. La façon dont elle l'a dit ressemblait à une compétition. Ce soir-là, au dîner avec les Girard, elle a fait une plaisanterie. Étienne fait une petite pause dans son travail, a-t-elle dit avec un sourire éclatant. Une phase de réflexion de milieu de vie. Tout le monde a ri poliment. Je ne l'ai pas corrigé. Je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. C'était temporaire. 6 semaines plus tard, mon superviseur m'a appelé dans son bureau. Contraintes budgétaires, mesures de performance. Ils avaient besoin de quelqu'un à temps plein dans ce rôle. J'ai démissionné de mon poste. Mon salaire est tombé à 51 000 €. Les plaisanteries ont changé de ton. Lors des dîners de famille, Thibaut demandait « Alors, comment se passe la retraite ?» Mélanie a commencé à utiliser une expression que je ne l'avais jamais entendue utiliser auparavant. Étienne est en train de clarifier les choses, comme si j'étais un adolescent incapable de choisir une spécialisation universitaire. Ce que personne n'a vu, ce sont les matins à 5h30 quand j'aidais ma mère à tenir de nouveau une fourchette. La façon dont elle serrait les dents pendant les exercices de thérapie, l'écart mensuel de 385 € pour ces médicaments que je comblais discrètement. Je n'en parlais pas. Non pas parce que j'avais honte, mais parce que chaque fois que j'essayais de m'expliquer, Mélanie m'interrompait. Ne ramenons pas tout à cela, disait-elle doucement, pressant sa serviette contre ses lèvres comme si elle gérait un scandale. Et lentement, au fil des mois qui se sont transformés en années, le récit s'est durci. Étienne ne pouvait pas subvenir aux besoins. Étienne manquait d'ambition. Étienne aimait rester petit. Au moment où Lucas a eu 17 ans, je pouvais le sentir dans la façon dont il me présentait à ses amis. « Voici mon père », disait-il. Et puis rien d'autre. Pas de titre de poste, pas de détails, juste papa. Un dimanche soir, après un autre dîner où Thibaut m'avait demandé si j'avais besoin d'aide pour mettre à jour mon curriculum vitae, je me tenais devant l'évier en train de laver des assiettes pendant que Mélanie faisait défiler des choses sur son téléphone. « Tu sais », a-t-elle dit sans lever les yeux, « si tu faisais plus d'efforts, nous ne serions pas dans cette position. » Quelle position? Elle m'a enfin regardé. Celle où je dois t'expliquer aux autres. M'expliquer. C'était la première fois qu'elle le disait. 6 ans plus tard, elle allait affiner cette phrase pour en faire un verdict devant 23 personnes. Mais à cet évier, avec du savon glissant sur mes poignets et la maison silencieuse à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur, j'ai réalisé autre chose. Je ne voulais pas d'applaudissements. Je voulais le contrôle de ma propre histoire. Je ne savais tout simplement pas encore combien cela coûterait. Et je ne savais certainement pas qu'un jour, au milieu d'un dîner de famille, son téléphone vibrerait et que toute la pièce me regarderait enfin différemment. La première fois que j'ai entendu quelqu'un d'autre dire que j'étais un raté, ce n'était pas ma femme. C'était mon fils. Il ne l'a pas dit en face. Il l'a dit à un ami dans l'allée, sans savoir que je me tenais derrière la porte du garage à moitié ouverte. Ouais, ma mère gère pratiquement tout, a dit Lucas en haussant les épaules. Mon père est là, dans les parages. Pas inutile, pas au chômage, juste un meuble périphérique avec un pouls. Je ne l'ai pas confronté. Je suis retourné à l'intérieur et je me suis assuré que ma mère avait pris ses médicaments de l'après-midi. C'était le modèle à l'époque. Encaisser. Continuer d'avancer. Il n'y avait pas de place pour l'ego quand quelqu'un dépendait de vous pour tenir debout. Mais voici ce que personne ne comprenait à propos de ces années-là. Je ne me laissais pas porter par le courant. Je portais les autres. Après avoir quitté mon poste de superviseur, je suis passé à des missions de terrain sous contrat, des affectations à court terme, des inspections d'équipement, des dépannages de panne de convoyeurs à 2h du matin dans des entrepôts qui sentaient la poussière et le diesel. La paie était irrégulière,
Mais les horaires étaient suffisamment flexibles pour que je puisse emmener maman en thérapie 3 matins par semaine. Ses progrès étaient lents, douloureusement lents. Elle s'asseyait au bord de son lit, la mâchoire serrée, essayant de lever son bras gauche plus haut que la veille. Certains matins, elle me regardait et disait « Tu n'es pas obligé de faire ça. » « Si, je le dois, répondais-je. Et je le pensais vraiment. Mélanie voyait les relevés bancaires. Elle voyait les dépôts plus modestes. Ce qu'elle ne voyait pas, c'était les nuits tardives après mon retour de chez maman, quand je m'asseyais à la table de la cuisine bien après que tout le monde soit endormi. Cette table est devenue mon deuxième travail. Tout a commencé par un problème que j'ai remarqué dans l'un des entrepôts que j'étais chargé d'inspecter. Leur planification de maintenance était un désordre réactif au lieu d'être préventive. Les pannes leur coûtaient des heures, parfois des jours. J'avais passé 15 ans dans les opérations. Je connaissais les goulots d'étranglement. Je connaissais les schémas récurrents. Alors, j'ai construit un tableur, puis un meilleur. Ensuite, j'ai commencé à apprendre des outils d'automatisation de base pour rationaliser les rapports. Rien d'extravagant, juste assez pour éliminer les heures perdues. Le directeur de l'entrepôt m'a demandé une copie. Puis un autre établissement l'a fait. Puis quelqu'un à Grenoble a appelé après en avoir entendu parler par un fournisseur. Je ne l'appelais pas une entreprise, pas encore. C'était juste quelque chose que je construisais tranquillement à 11h30 du soir avec une tasse de café réchauffé et le ronronnement du lave-vaisselle en arrière-plan. Mélanie passait devant moi, jetant parfois un coup d'œil à l'écran de l'ordinateur portable. « Tu joues encore avec ça » disait-elle. « Ce n'est pas un jeu. » Elle secouait la tête. « Étienne, tu as besoin d'un vrai plan. » Je ne discutais pas. Je ne lui disais pas que le vrai plan qu'elle voulait m'avait déjà coûté cher une fois. Parce qu'il y avait eu une autre opportunité. 2 ans après l'accident vasculaire cérébral de maman, une entreprise de logistique régionale m'avait proposé un poste de directeur des opérations à temps plein. Un salaire plus élevé, des avantages sociaux, de la stabilité. Je ne l'avais pas dit à Mélanie tout de suite, non pas parce que je voulais le cacher, mais parce que je ne voulais pas entendre cela être mis en pièces avant que ce ne soit réel. La lettre d'offre est arrivée un jeudi. Le vendredi matin, les ressources humaines ont appelé. « Monsieur Morel », a dit la femme avec précaution. « Nous avons reçu des informations préoccupantes concernant votre fiabilité. » Mon thorax est devenu froid. « De qui ?» ai-je demandé. Il y a eu une pause. Un membre de la famille nous a contactés pour exprimer son inquiétude concernant des obligations personnelles en cours qui pourraient interférer avec votre capacité à vous engager sur le long terme. Je n'avais pas besoin qu'elle en dise plus. Une seule personne était au courant. Quand j'en ai parlé à Mélanie ce soir-là, elle n'a pas nié tout de suite. Elle m'a regardé pendant un long moment. Puis elle a dit, j'essayais de nous protéger. De quoi? De te voir échouer à nouveau. Si tu acceptes quelque chose que tu ne peux pas gérer, cela rejaillit sur nous tous. Tu leur as dit que je ne pouvais pas m'engager. Tu ne le peux pas, a-t-elle dit simplement. Ta mère passera toujours en premier. La façon dont elle l'a dit, de manière plate et certaine, ressemblait moins à une accusation qu'à une sentence lue à haute voix. J'ai dormi sur le canapé cette nuit-là. Non pas parce que nous nous disputions, mais parce que j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Pas une décision bruyante ou dramatique, juste un changement discret. Si la visibilité pouvait être utilisée comme une arme contre moi, alors je construirais sans elle. J'ai enregistré une société à responsabilité limitée sous mon deuxième prénom, Valmont Conseil en opération. Pas de médias sociaux, pas d'annonces, pas de grandes déclarations, juste des contrats. La première année, j'ai eu 4 clients, des petits centres de distribution dans un rayon de 160 km. Je me rendais chez chacun de moi-même, je m'asseyais avec leur chef d'atelier, je retravaillais leur programme de maintenance préventive, je leur construisais des systèmes qui leur épargnaient des heures supplémentaires et des coûts de réparation d'urgence. Le chiffre d'affaires cette année-là a été de 66 000 €. Ce n'était pas impressionnant sur le papier, mais cela doublait ce que j'avais gagné en tant qu'indépendant. J'ai tout réinvesti. Dès la deuxième année, le bouche-à-oreille s'est répandu, non pas par le marketing, mais par les caristes et les superviseurs d'équipe qui discutaient pendant les pauses déjeuner. Appelez Étienne, disait-il, il va régler le chaos. Le chiffre d'affaires est monté à 193 000 €.
J'ai embauché un assistant à distance pour aider à la planification et au rapport. Mélanie a remarqué les dépôts supplémentaires, mais a supposé qu'il s'agissait de contrats sporadiques. Tu rattrapes enfin ton retard, disait-elle avec un demi-sourire. Vois ce qui arrive quand tu fais des efforts. Des efforts. Elle n'avait aucune idée que j'en faisais depuis des années. Lors des dîners de famille, rien ne changeait. Thibaut faisait toujours des commentaires sur mon petit boulot d'appoint. Mon beau-père évitait toujours le regard quand on parlait d'argent. Mélanie comblait toujours les blancs chaque fois que quelqu'un demandait ce que je faisais. Il est consultant, disait-elle vaguement. C'est flexible. Flexible, comme si cela signifiait jetable. Je ne la corrigeais pas. Non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je construisais quelque chose de trop fragile pour être exposé. À la 3e année, Valmont Conseil en opération avait des clients dans 4 régions, des entrepôts, des usines de fabrication de taille moyenne, une chaîne d'épicerie régionale. Le chiffre d'affaires a dépassé 1 200 000 €. Je conduisais toujours le même camion, je portais toujours les mêmes bottes. J'ai remboursé discrètement le reste des dettes médicales de ma mère. J'ai remboursé le capital de notre hypothèque sans dire à Mélanie la source complète des fonds. Et pourtant, aux tables de dîner, elle se penchait en arrière dans sa chaise et disait, si je ne le poussais pas, il flotterait encore. Flotter. La vérité était que je me tenais sur un terrain que j'avais construit moi-même. Elle n'avait tout simplement pas encore regardé vers le bas. Mais bientôt, elle le ferait, parce qu'en moins d'1 an, une société de capital investissement de Paris allait m'appeler pour acquérir une participation majoritaire. Et l'article l'annonçant allait être publié le soir même où Mélanie avait prévu son plus grand dîner de famille à ce jour. Elle ne le savait tout simplement pas. Moi non plus. Pas encore. La première fois que quelqu'un a prononcé le nom de mon entreprise avec une voix de salle de conseil, j'ai cru qu'il parlait de quelqu'un d'autre. Monsieur Valmont, nous suivons votre croissance depuis 18 mois. C'est ce qu'a dit l'homme de Capital Rivage par haut-parleur un mardi matin de mars. Monsieur Valmont. Pas Étienne, pas le mari qui ne pouvait pas subvenir aux besoins. Pas le gars que Mélanie présentait avec une inclinaison de tête compatissante. Valmont était mon 2e prénom, celui que j'avais utilisé lors de l'enregistrement de la société parce qu'il semblait neutre, détaché, plus difficile à saboter. Nous sommes intéressés par la discussion d'un investissement stratégique, a poursuivi l'homme. Peut-être une acquisition majoritaire, selon l'évaluation. J'étais assis dans mon camion sur le parking d'une usine de fabrication à l'extérieur de Saint-Étienne. La neige fondait le long du trottoir en traînée grise. J'avais de la graisse sur les mains pour avoir inspecté une conduite hydraulique 20 minutes plus tôt. J'ai regardé ses mains et j'ai essayé d'assimiler ce qu'il venait de dire. Évaluation, ai-je répété. Oui. Selon notre examen préliminaire, nous envisagerions une fourchette entre 32 et 37 millions. 32 à 37 millions d'euros. Pendant un instant, le monde a semblé très petit et très bruyant en même temps, comme si l'on se tenait trop près d'un train qui passe. Je pense que vous vous trompez peut-être d'entreprise, ai-je dit automatiquement. Un petit rire étouffé a traversé la ligne. Non, pas du tout. Cet appel a duré 43 minutes. À la fin de celui-ci, nous avions un accord de non-divulgation rédigé et une réunion prévue à Paris. Quand j'ai raccroché, je n'ai pas crié de joie. Il n'est appelé personne. Je suis resté assis dans le camion et j'ai regardé la vapeur s'élever de la chaussée. 6 ans à entendre parler de moi au lieu que l'on me parle m'avait appris à me méfier des bonnes nouvelles. Le succès, selon mon expérience, attirait les interférences. Alors, je n'ai rien dit à personne. Ni à Mélanie, ni à Lucas, ni même à ma mère. Le processus de vérification diligente a commencé discrètement. Les analystes de Capital Rivage ont demandé les états financiers, les contrats clients, les mesures opérationnelles. Ils étaient minutieux, chirurgicaux. Ils ne se souciaient pas de mon histoire familiale. Ils se souciaient des taux de rétention et des économies de coûts. Cela semblait sain. Pour la première fois depuis des années, j'étais évalué sur des chiffres plutôt que sur un récit. La première réunion en personne a eu lieu au 22e étage d'un immeuble de verre surplombant la Seine. Je portais le même blazer bleu marine que j'avais acheté dans un rayon de déstockage 5 ans plus tôt. Il m'allait toujours. 3 associés étaient assis en face de moi. 2 hommes, une femme, tous posés, tous calmes.
Votre croissance a été disciplinée, a dit la femme en feuilletant un dossier. Pas d'expansion inutile. Pas d'embauche par ego. J'ai failli rire à cette remarque. Pas d'embauche par ego. S'ils avaient vu ma table de dîner, ils auraient peut-être ajouté une note de bas de page. Nous avons parlé de stratégie, de mise à l'échelle, d'intégration. Ils m'ont interrogé sur ma vision à long terme. Je veux que les systèmes fonctionnent sans chaos, ai-je dit. Les entrepôts n'ont pas besoin de héros. Ils ont besoin de fiabilité. La femme a hoché la tête. Et vous? Je n'ai aucun problème à travailler dans l'ombre. Ce n'était pas de l'humilité. C'était une habitude. Au début de l'été, nous avions un accord de principe, une acquisition majoritaire à 35 millions d'euros, avec moi conservant une participation minoritaire et restant à la tête des opérations pendant 2 ans. J'ai signé les documents préliminaires dans une salle de conférence qui sentait légèrement le bois poli et le café coûteux. Mes mains étaient stables. Ce qui m'a le plus surpris n'était pas le chiffre. C'était l'absence de triomphe. Je ne me sentais pas comme un homme qui avait conquis quoi que ce soit. Je me sentais comme quelqu'un qui avait survécu assez longtemps pour être vu. L'annonce officielle serait faite après la clôture. L'équipe de communication de Capital Rivage a rédigé un communiqué de presse. Les revues professionnelles le publieraient. Un journal économique régional avait déjà exprimé son intérêt pour un article de fond. Voulez-vous informer votre famille avant la publication, a demandé le coordinateur des relations publiques par courriel. J'ai fixé cette ligne pendant un long moment. Le voulais-je? J'ai imaginé Mélanie à la table à manger en train de m'expliquer aux gens comme si j'étais un projet inachevé. J'ai imaginé le sourire narquois de Thibaut. J'ai imaginé le haussement d'épaule de Lucas. J'ai tapé une seule phrase en réponse, aucun préavis n'est nécessaire. La date de clôture a été fixée au 14 octobre. Le dîner d'automne annuel de Mélanie était le 14 octobre. Je n'avais pas prévu cela. Je ne l'avais pas demandé. Le calendrier de Capital Rivage avait été verrouillé des semaines avant que je ne fasse le lien entre les dates. Quand je l'ai réalisé, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai laissé la coïncidence retomber sur moi comme de la poussière. Si je lui avais dit à l'avance, elle aurait déformé la réalité. Elle aurait dit qu'elle m'avait poussé. Elle aurait dit que ses exigences m'avaient permis de m'élever. Elle l'aurait revendiqué comme une victoire partagée. Et peut-être que cela aurait été plus facile. Mais j'ai repensé au poste de directeur qu'elle avait discrètement saboté, à l'appel aux ressources humaines qu'elle justifiait comme étant une protection. La visibilité m'avait coûté cher une fois. Cette fois-ci, je laisserai la vérité arriver sans filtre. 3 nuits avant la clôture, ma mère a remarqué quelque chose de différent chez moi. Nous étions assis dans son salon. La lumière du soir filtrait à travers les stores, accrochant la poussière dans l'air. « Tu es plus silencieux que d'habitude », a-t-elle dit. « C'est impressionnant », ai-je répondu. « Je suis silencieux depuis des années. » Elle a souri faiblement. « C'est différent. » J'ai hésité. « Je vais peut-être vendre l'entreprise. » Ses sourcils se sont levés. « Peut-être ? » C'est presque finalisé. Elle m'a regardé pendant un long moment. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, « Assure-toi que tu ne le fais pas pour prouver quoi que ce soit. » J'ai dégluti. Ce n'est pas le cas. Bien, a-t-elle dit. Prouver sa valeur aux mauvaises personnes est un travail à temps plein. Le 14 octobre, je suis rentré de Paris avec les documents signés dans ma mallette et un virement bancaire en attente. 35 millions d'euros. Je me suis arrêté sur une aire de repos à mi-chemin sur l'autoroute et je me suis assis sur un banc surplombant une rangée d'arbres commençant tout juste à rougir. Je pensais que je me sentirais vengé. Au lieu de cela, je me sentais stable, comme si j'avais porté un poids si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que d'être debout. Ce soir-là, Mélanie m'a envoyé un message de la maison, « Ne sois pas en retard. Tout le monde arrive à 18 h. » Tout le monde, ses parents, Thibaut et sa fiancée, les Girard, quelques voisins qu'elle aimait impressionner, le colocataire d'université de Lucas, plus de 20 témoins de l'histoire qu'elle voulait raconter. J'ai fait le reste du trajet en silence. À 17h42, alors que je tournais dans notre rue, mon téléphone a vibré. Notification de courriel. Objet, Valmont Conseil en opération acquise par Capital Rivage pour 35 millions d'euros. L'article était en ligne.
Les alertes professionnelles aussi. Les notifications instantanées aussi. J'ai garé le camion, je suis resté assis un moment, moteur éteint. À l'intérieur de cette maison, ma femme dressait la table. Elle croyait toujours qu'elle était celle qui tenait le récit. Dans moins de 20 minutes, son téléphone vibrerait. Et cette fois, la pièce ne rirait pas. À 17h58, j'ai franchi la porte d'entrée avec une mallette qui semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. La maison sentait le poulet au romarin et l'ail rôti. Mélanie aimait que ses dîners sentent cher. Elle pensait que l'odeur pouvait faire ce que la conversation ne pouvait parfois pas, impressionner les gens jusqu'au silence. Enfin, a-t-elle dit depuis la cuisine sans se retourner. Ne laisse pas debout. La fiancée de Thibaut porte du blanc. J'ai posé mes clés sur la console. Le rythme familier de la soirée s'est déroulé comme il le faisait toujours. Tintement de verre, musique douce ou une liste de lectures sélectionnées par Mélanie chaque automne pour signaler son bon goût. J'ai circulé dans la maison, serrant des mains, hochant la tête, souriant. « Étienne » a dit mon beau-père en me serrant l'épaule. « Comment va le travail ces jours-ci » Avant que je ne puisse répondre, Mélanie s'est glissée à ses côtés. « Il fait du conseil » a-t-elle dit légèrement. « Ça l'occupe. » Occupé. Ce mot avait remplacé subvenir aux besoins. J'ai senti le poids de la mallette dans ma main. 35 millions d'euros en accords signés, des années de tableurs nocturnes, des centaines de soldes d'entrepôts, des milliers de décisions silencieuses, et pourtant, j'étais simplement occupé. Le dîner a été servi à 18h30 précise. 22 personnes se sont installées autour de notre table allongée, assemblées à partir de 2 pièces séparées et cachées sous une nappe en lin crème que Mélanie avait repassée elle-même. Elle aimait les détails. Les détails lui donnaient l'impression de contrôler les choses. J'étais assis vers le milieu, Lucas en face de moi, Thibaut 2 sièges plus loin. Ma mère n'était pas là. Elle n'assistait plus que rarement à ces événements. Trop de fatigue. Trop de pics subtils déguisés en plaisanterie. Les plats ont circulé. Le vin a été versé. Pendant la première demi-heure, la discussion a été facile. Immobilier, candidatures universitaires, le nouveau véhicule utilitaire sport de quelqu'un. Puis, comme toujours, la conversation s'est orientée vers l'argent. Thibaut s'est renversé dans sa chaise. « Alors, Étienne » a-t-il dit avec un sourire. « Tu t'occupes toujours de ton petit projet parallèle ?» Quelques rires polis. J'ai senti le regard de Lucas se tourner vers moi. Avant que je ne puisse parler, Mélanie a tamponné sa bouche avec sa serviette. « C'est plus une question de passion » a-t-elle dit avec assurance. Il est plus heureux quand il bricole. Bricoler. J'ai rencontré son regard. Je dirige un cabinet de conseil, ai-je dit calmement. Thibaut a haussé un sourcil. Consultant en quoi? Systèmes opérationnels. Pour qui, a-t-il insisté? Le sourire de Mélanie s'est crispé. Des petits clients. C'est flexible. Flexible. J'avais entendu ce mot si souvent qu'il ressemblait à un surnom. L'ironie était presque drôle. Les clients n'étaient plus petits. Les contrats n'étaient pas flexibles. Les systèmes que j'avais construits allaient être intégrés dans 4 régions sous le portefeuille de Capital Rivage. Mais à cette table, rien de tout cela n'existait encore. Parce que la vérité n'avait pas encore vibré. Lucas a bougé sur son siège. C'est maman qui garde tout stable, a-t-il dit avec légèreté. C'est elle le véritable pilier. Voilà. Ce n'était pas malveillant, pas cruel, juste le récit qu'il avait absorbé. Je l'ai regardé, j'ai vu l'incertitude sous l'assurance. Il avait 19 ans. Il avait grandi en voyant une seule version des événements. Tu sais que ton père a travaillé de nuit pendant 3 ans, a marmonné mon beau-père presque pour lui-même. Mélanie lui a lancé un regard noir. Ne romançons pas les choses, a-t-elle dit doucement. Tout le monde travaille dur. Elle a levé son verre. Je pense simplement, a-t-elle poursuivi d'une voix claire, que si l'on veut subvenir aux besoins de sa famille, on ne se cache pas derrière la flexibilité. Le mot est resté suspendu. Se cacher. C'était nouveau. Thibaut a souri. Allons, Mel. Étienne prend juste son temps. Nouveau rire. Mes mains étaient calmes sur la table.
Cela m'a surpris. J'ai pensé aux associés de Capital Rivage examinant les taux de rétention, aux virements prévus pour le lendemain matin, aux employés qui allaient officiellement rejoindre la nouvelle structure sous ma direction. Se cacher. S'ils savaient seulement quelle part de ma vie avait été construite après que tout le monde soit allé se coucher. À 18h58, Mélanie s'est penchée en arrière et a prononcé la phrase qu'elle répétit depuis des années. Si tu avais fait quelque chose de ta vie, a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux, je n'aurais pas à t'expliquer aux gens. Il y a eu une inspiration brusque quelque part au bout de la table. Elle a continué presque doucement, il n'est tout simplement pas bâti pour subvenir aux besoins. Et puis, une vibration contre le bois. Le téléphone de Mélanie. Elle a baissé les yeux, agacée par l'interruption. Une autre vibration. Le téléphone de Thibaut cette fois. Puis celui de quelqu'un d'autre. 3 appareils presque en synchronisation. Mélanie a froncé les sourcils devant son écran. Le visage de Mélanie est devenu blême lentement. Pas de manière dramatique, juste assez pour que le changement soit visible. Thibaut a regardé son propre téléphone et a cessé de sourire. « Qu'est-ce que c'est » a demandé quelqu'un. Personne n'a répondu immédiatement. Les lèvres de Mélanie se sont entr'ouvertes, refermées, entr'ouvertes à nouveau. Elle m'a regardé. « C'est toi » a-t-elle demandé à voix basse. De l'autre côté de la table, Thibaut a tourné son téléphone vers l'extérieur. Le titre était assez gros pour être lu de là où j'étais assis, Valmont Conseil en opération acquise par Capital Rivage pour 35 millions d'euros. En dessous, une photo. Moi, blazer bleu marine, expression neutre. La scène derrière moi. Le silence s'est propagé à partir du centre de la table comme une ride sur une eau calme. Lucas a cligné des yeux, regardant le téléphone puis moi. « Papa ?» La main de Mélanie tremblait légèrement en tenant l'appareil. « Ce n'est pas possible » a-t-elle dit. « C'est exact » ai-je répondu. Pas de colère, pas de triomphe, juste un fait. L'article provenait du journal des entreprises. Les notifications avaient été envoyées aux abonnés, dont plusieurs étaient assis à cette table. Thibaut a fait défiler l'écran frénétiquement. Il est écrit « Acquisition majoritaire, maintien d'un rôle de direction, expansion projetée ». Sa voix s'est éteinte. Quelqu'un à l'autre bout a chuchoté « 35 millions ». Mélanie me regardait comme si elle essayait de recalculer la gravité. « Tu ne me l'as pas dit » a-t-elle dit. « Tu n'as jamais demandé ce que je construisais » ai-je répondu. La pièce est restée figée. Pendant des années, elle avait été la narratrice, l'interprète, le filtre à travers lequel ma vie était expliquée. Maintenant, l'histoire était arrivée sans elle, et elle était plus forte que n'importe quelle défense que j'aurais pu offrir. Mais la nuit n'était pas finie, car les gros titres n'étaient que la première couche. Il y avait une autre vérité qui m'attendait dans ma mallette à l'étage. Et si elle essayait de réécrire ce moment, si elle prétendait que c'était le sien, j'étais enfin prêt à montrer l'encre. Personne n'a touché à la purée de pommes de terre après cela. C'était un détail étrange à remarquer au milieu de quelque chose d'aussi sismique, mais je m'en souviens clairement. Le bol est resté intact, la vapeur s'amenuisant tandis que 22 personnes fixaient leur téléphone puis moi. Mélanie tenait toujours le sien. Son pouce survolait l'écran comme si elle pouvait faire disparaître le titre d'un geste. Ce doit être une erreur, a-t-elle dit d'une voix plus ténue que jamais. Étienne, qu'est-ce que c'est ? C'est la clôture de la vente, ai-je répondu. La clôture de quoi ? A exigé Thibaut, en se levant à moitié de sa chaise. Tu diriges un petit truc de conseil. Depuis quand cela se transforme-t-il en ? Il a de nouveau regardé son téléphone. 35 millions d'euros. Depuis 3 ans, ai-je dit. Ma voix n'est pas montée. Elle n'en avait pas besoin. Lucas s'est penché en avant, les coudes sur la table. Ses yeux étaient grands ouverts, parcourant l'article comme s'il pouvait changer s'il clignait des yeux. Il est dit que tu as des clients dans cet département, a-t-il dit doucement. Tu as embauché une équipe. Je l'ai fait. Le regard de Mélanie s'est braqué sur moi. Une équipe, a-t-elle répété. Oui. Et tu ne me l'as pas dit. Sa voix portait plus d'accusation que de curiosité. J'ai laissé un silence s'installer. Pendant 6 ans, ai-je dit, tu as dit aux gens que je flottais. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu m'as appelé flexible, bricoleur, caché.
La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. J'essayais de te motiver, a-t-elle rétorqué. Tu penses que cela s'est produit dans un vide? Peut-être que le fait que je t'ai poussé a servi à quelque chose. C'était là l'instinct de revendiquer la paternité de l'acte. Thibaut a hoché la tête légèrement, comme si cette explication rétablissait l'équilibre. Je me suis penché près de ma chaise et j'ai soulevé la mallette que j'avais apportée. Le son des fermoirs s'ouvrant était faible, mais dans ce silence, il a semblé amplifié. J'ai sorti un dossier mince et je l'ai posé sur la table devant elle. Cela n'est pas arrivé parce que tu m'as poussé, ai-je dit. C'est arrivé parce que j'ai appris à ne laisser personne d'autre contrôler mon histoire. Elle a fixé le dossier mais ne l'a pas touché. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. De la documentation. De quoi? De l'offre d'emploi que j'ai perdue 2 ans après l'accident vasculaire cérébral de ma mère. L'atmosphère a de nouveau changé. Thibaut a froncé les sourcils. Quelle offre d'emploi? Le visage de Mélanie est devenu totalement immobile. J'ai fait glisser un courriel imprimé sur la table. C'était une copie. J'avais gardé l'original dans un coffre-fort à la maison, mais celle-ci suffisait. 2. Ressources humaines à logistiquegrandSud.fr. Objet, suivi concernant le poste de directeur. Le courriel était court, professionnel, soigneusement formulé. Il faisait référence à des inquiétudes soulevées par un membre de la famille concernant la fiabilité à long terme. Mélanie n'avait pas besoin de lire le nom de l'expéditeur pour savoir de quelle entreprise il s'agissait. Tu les as appelés, ai-je dit calmement. C'est absurde, a-t-elle répondu trop vite. J'ai rencontré son regard. Ils m'ont dit qu'un membre de la famille les avait contactés. Tu étais la seule au courant. Thibaut a bougé inconfortablement. Mel? Elle l'a regardé brusquement. J'essayais de nous protéger. De quoi, ai-je demandé. De te voir t'engager trop une fois de plus, a-t-elle dit. De te voir échouer publiquement. Sais-tu comment cela rejaillit sur une famille? L'honnêteté de ses paroles semblait la surprendre elle-même. Lucas nous regardait comme s'il venait de réaliser que les fondations étaient fissurées. Tu as saboté son travail, a-t-il demandé à sa mère. Je n'ai rien saboté du tout, a-t-elle rétorqué. J'ai clarifié la réalité. Le mot a frappé fort. Réalité. Pendant des années, elle en avait été la conservatrice. Je gagnais plus d'argent que jamais quand cette offre est arrivée, ai-je dit. Et je m'occupais toujours de ma mère. J'aurais pu faire les deux. Tu étais surchargé. J'étais capable. La distinction importait. Mon beau-père s'est raclé la gorge. Mélanie, est-ce que tu les as vraiment appelés? Elle n'a pas répondu immédiatement. Son silence était une réponse suffisante. De l'autre côté de la table, Lucas était blême. Tu m'as dit que papa n'était tout simplement pas ambitieux, a-t-il dit. La voix de Mélanie s'est brisée. Il n'est tout simplement pas fait pour cela. Je travaillais de nuit pour construire Valmont, ai-je dit. Et tu ne me l'as pas dit, a-t-elle répliqué. Parce que la dernière fois que tu as été au courant d'une opportunité, tu l'as tué. Les mots n'étaient pas forts. Ils n'avaient pas besoin de l'être. Quelque chose dans la pièce s'est brisé. Pas de manière dramatique, pas comme du verre qui explose, mais plutôt comme l'effondrement silencieux d'un échafaudage qui aurait été soutenu trop longtemps. Thibaut s'est affalé dans sa chaise. Alors, tu diriges cette entreprise depuis 3 ans, a-t-il demandé. Oui, et ce soir, la vente vient d'être conclue. L'épaule de Mélanie s'est affaissée légèrement. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle semblait perdre pied. Tu m'as fait passer pour une idiote, a-t-elle chuchoté. J'ai failli rire. Je n'ai pas choisi la date de publication, ai-je dit. Je ne l'ai pas coordonnée avec ton dîner. Ses yeux ont brillé de colère. Tu aurais pu me le dire. Aurais-tu dit la vérité, ai-je demandé. Cela l'a arrêté. La réponse est restée en suspens, non formulée. Se serait-elle tenue à cette table pour dire « Mon mari a construit une entreprise valant des millions » Ou aurait-elle dit « Voyez ce qui arrive quand j'exige davantage » Je connaissais la réponse. Tous les autres commençaient à la voir aussi. Lucas s'est reculé lentement. Tous ces dîners, a-t-il dit. Toutes ces fois où tu
J'essayais de nous garder respectables, a interrompu Mélanie. En le diminuant, a demandé Lucas. La question pesait plus lourd que n'importe quel titre de journal. J'ai fermé la mallette et je l'ai posée à côté de moi. Il n'est pas question de vengeance, ai-je dit. Je n'ai pas construit Valmont pour t'embarrasser. Alors pourquoi n'as-tu rien dit, a-t-elle demandé à nouveau. Parce que chaque fois que j'essayais de parler pour moi-même, tu me corrigeais. Personne n'a ri. Personne n'a repris de vin. La pièce avait cessé d'être une scène de spectacle. Elle était devenue un miroir. Et pour la première fois en 6 ans, le reflet n'était pas celui que Mélanie avait répété. Mais la nuit n'était pas finie. Car les gros titres exposent le succès, mais ils n'exposent pas les schémas comportementaux. Et il y avait encore des années de petites effaces silencieuses entre nous qui n'avaient pas été nommées. Pas encore. Il existe un genre de silence particulier qui s'installe quand une pièce réalise qu'elle a été complice. Ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas dramatique. C'est l'absence de rire là où le rire habitait autrefois. Mélanie était toujours assise en bout de table, mais elle ne ressemblait plus à l'hôtesse. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait égaré quelque chose d'essentiel. Tout cela prend des proportions démesurées, a-t-elle dit, redressant enfin l'échine. Les familles se poussent mutuellement. C'est normal. Appeler un responsable du recrutement dans le dos de quelqu'un, ce n'est pas pousser, a marmonné Thibaut. Elle lui a lancé un regard d'avertissement. Tu ne comprends pas le contexte. Je comprends ce que je viens de lire, a-t-il répondu, désignant le courriel. Lucas n'avait pas quitté mes yeux du regard. Papa, a-t-il dit doucement. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? J'ai expiré lentement. Parce que je ne voulais pas que tu choisisses ton camp, ai-je dit. Et parce que je pensais que si je travaillais assez dur, la vérité finirait par être évidente. Mélanie a ri une fois, d'un rire sec et sans humour. La vérité, a-t-elle dit. Tu veux dire le secret? Non, ai-je répondu. Je veux dire la survie. Son visage s'est crispé. La survie face à quoi? À moi. Oui. Le mot n'a pas résonné, mais il aurait tout aussi bien pu le faire. Ses mains se sont crispées sur la nappe. Tu agis comme si je t'avais maltraité, a-t-elle dit. Je dis que tu contrôlais l'histoire, ai-je répondu. Chaque version de moi qui quittait cette maison passait d'abord par toi. Mon beau-père s'est de nouveau raclé la gorge, la voix plus basse cette fois. Mélanie, est-ce que c'est juste? Elle l'a regardé comme s'il l'avait trahi. J'ai porté cette famille, a-t-elle dit. Quand ses revenus ont chuté, j'ai fait des heures supplémentaires. J'ai géré les factures. J'ai gardé les choses stables. C'est vrai, ai-je dit. Tu l'as fait. La reconnaissance de ce fait a semblé la désarmer un instant. Mais la stabilité ne te donne pas la propriété de la voix de quelqu'un d'autre. Lucas s'est penché en avant. Est-ce que tu pensais vraiment que papa ne pouvait pas subvenir aux besoins, a-t-il demandé. Mélanie a hésité. Je pensais qu'il ne visait pas assez haut, a-t-elle dit avec précaution. Et tu as décidé ce qui était assez haut, ai-je répliqué. Oui, a-t-elle lâché brusquement. Parce que quelqu'un devait le faire. C'était là le cœur du problème, le contrôle déguisé en responsabilité. Je suis retourné une fois de plus dans la mallette. Il y a autre chose, ai-je dit. L'épaule de Mélanie s'est raidie. Je n'ai pas apporté cela pour t'humilier, ai-je continué. Je l'ai apporté parce que si ce soir se transforme en une autre histoire réécrite, je ne resterai plus silencieux. J'ai posé un petit enregistreur vocal sur la table. Thibaut a cligné des yeux. Qu'est-ce que c'est? De la documentation, ai-je répété. 2 ans auparavant, après l'appel aux ressources humaines, j'étais retourné voir l'entreprise de logistique et j'avais demandé des éclaircissements. Il n'avait pas voulu donner de nom, mais il m'avait transmis la transcription du message vocal joint au rapport interne. Y j'avais gardé. La voix de Mélanie, posée, polie, inquiète. J'aime mon mari, avait-elle dit, mais il a tendance à trop s'engager. Ses obligations personnelles rendent un engagement à long terme risqué. La transcription était là, imprimée à l'encre noire. Elle n'avait pas besoin de la lire pour en reconnaître la formulation. Je protégeais notre réputation, a-t-elle chuchoté. Contre ma réussite, ai-je demandé.
Ce n'est pas juste. Pas plus que de décider que je ne pouvais pas gérer ma propre vie. La pièce semblait plus petite maintenant. Thibaut a passé une main dans ses cheveux. Mel, ce n'est pas poussé. C'est contrôlé. Elle a regardé autour de la table comme si elle cherchait du renfort. Personne n'a rencontré ses yeux. La voix de Lucas n'était plus qu'un murmure. Tu m'as dit qu'il n'avait pas de motivation, a-t-il dit. Tu as dit que certains hommes se contentent d'être moyens. J'ai senti cette phrase me frapper en plein cœur. Je n'ai jamais dit moyen, a-t-elle protesté. Tu l'as sous-entendu, a répondu Lucas. Elle s'est levée brusquement, sa chaise grinçant contre le parquet. C'est incroyable, a-t-elle dit. Vous agissez tous comme si j'avais commis un crime. Non, ai-je dit calmement. Tu as instauré un schéma. Les mots semblaient se déposer sur la table comme de la poussière. Un schéma récurrent. Des années de petites corrections, de plaisanteries présentées comme de la motivation, de sympathie publique soigneusement élaborée. Je me suis levé aussi, sans être menaçant, sans être agressif, juste debout. J'ai construit Valmont dans le silence parce que le silence était le seul espace qu'il me restait, ai-je dit. Je n'ai pas annoncé les contrats parce que la dernière fois que j'ai annoncé quelque chose, cela a disparu. Son expression a changé à ce moment-là. Pas de la colère, mais quelque chose qui ressemblait à une prise de conscience. Tu ne me faisais pas confiance, a-t-elle dit doucement. J'ai appris à ne pas le faire. L'honnêteté de cette déclaration est restée suspendue entre nous. Mon beau-père a soudain semblé plus vieux. Je pensais que vous étiez simplement compétitifs tous les deux, a-t-il dit doucement. Je n'avais pas réalisé. Il n'a pas terminé sa phrase. Personne n'en avait besoin. La voix de Mélanie s'est étranglée. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je sais, ai-je répondu. Et tu l'as fait. C'était la partie compliquée. Elle n'avait pas cherché à me détruire. Elle avait cherché à façonner le récit, à maintenir une image, à s'assurer que nous étions perçus comme étant en pleine ascension. Je n'étais tout simplement pas conforme à l'image qu'elle voulait donner. Je n'ai pas construit cela pour t'embarrasser, ai-je répété. Mais je ne me diminuerai pas non plus pour te protéger. Elle s'est rassise lentement. La combativité l'avait quittée. Alors, que se passe-t-il maintenant, a demandé Thibaut doucement. C'était la véritable question. Il ne s'agissait pas d'argent ou de gros titres, mais de l'architecture de ce qui allait suivre. J'ai regardé Mélanie. Pour moi, ai-je dit, cela ne peut fonctionner que d'une seule façon. Elle a rencontré mon regard. Tu arrêtes de parler pour moi, en public comme en privé. Si quelqu'un me demande ce que je fais, je réponds. Elle a hoché la tête faiblement. Tu expliques à la famille ce qui s'est réellement passé avec l'offre d'emploi, ai-je continué. Sans déformation. Sa mâchoire s'est serrée, mais elle n'a pas interrompu. Et nous nous faisons aider, ai-je ajouté. Non pas parce que nous sommes dramatiques, mais parce que les schémas comportementaux ne se réparent pas tout seuls. Le mot thérapie planait sans être prononcé. Lucas a expiré lentement comme s'il avait retenu son souffle pendant des années. Les yeux de Mélanie étaient mouillés maintenant. Pas de manière démonstrative ou théâtrale. C'était réel. Je ne sais pas comment ne pas contrôler les choses, a-t-elle admis à voix basse. C'est honnête, ai-je dit. Pour la première fois de la soirée, il n'y avait aucune dureté dans ma voix, juste de la clarté. Les gros titres allaient s'estomper. L'évaluation financière deviendrait un bruit de fond. Ce qui allait durer, c'était ce moment. Que nous choisissions de reconstruire différemment ou pas du tout. La dernière voiture a quitté l'allée à 22h42. Je m'en souviens parce que je me tenais à la fenêtre de devant et que j'ai regardé les feux arrière rouges disparaître au bout de notre rue. La maison était silencieuse d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Pas un silence tendu ou fragile, juste dépouillé. Mélanie était toujours à la table de la salle à manger, fixant la nappe en lin comme si elle l'avait trahi. Lucas rôdait près du couloir, hésitant entre se retirer ou rester. Je suis retourné dans la pièce et j'ai commencé à empiler les assiettes, non pas pour éviter la conversation, mais pour reprendre pied. Le virement bancaire arriverait sur mon compte demain matin. La couverture médiatique circulerait pendant des semaines. L'équipe d'intégration de Capital Rivage commencerait lundi. Mais en cet instant,
la seule chose qui importait était de savoir si l'architecture de notre foyer pouvait être reconstruite sans que quelqu'un ne soit plus petit qu'il ne l'était. Mélanie a rompu le silence la première. Je n'avais pas réalisé que je faisais cela, a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu immédiatement. Non pas parce que je voulais la punir par le silence, mais parce que je voulais que ma réponse soit limpide. Tu n'as pas réalisé parce que cela t'était bénéfique, ai-je fini par dire. Cela te permettait de garder le contrôle. Elle a hoché la tête une fois, à peine. Lucas s'est avancé. Je te dois des excuses, papa, a-t-il dit. J'ai cru à la version qui était la plus facile. Je l'ai regardé et j'ai vu quelque chose changer. Pas de la culpabilité, mais de la maturité. Tu étais un enfant, ai-je répondu. Tu as écouté la voix la plus forte dans la pièce. Il a dégluti. Cela n'arrivera plus. La promesse n'était pas grandiose. Elle n'avait pas besoin de l'être. Mélanie s'est levée lentement. Qu'est-ce que tu demandes, a-t-elle dit. C'était là. Pas défensif, pas combatif, juste direct. Je ne demande pas de vengeance, ai-je dit. Je ne veux pas que tu sois humilié. Je ne veux pas que tu sois effacé comme je l'ai été. Elle a tressailli à ces mots. Je veux 3 choses. Elle s'est redressée, se préparant. Premièrement, tu dis la vérité à la famille sur l'offre d'emploi. Pas ce soir. Pas de manière dramatique, mais clairement. Elle a hoché la tête, la mâchoire serrée. Deuxièmement, tu arrêtes de commenter ma vie. Si quelqu'un demande ce que je fais, tu ne modifies pas la réponse. Tu ne l'adoucis pas. Tu ne la rends pas petite. Ses yeux se sont remplis de larmes à nouveau. Et troisièmement, ai-je continué, nous nous faisons aider. Un conseiller. Quelqu'un qui peut nous aider à voir les schémas que nous sommes trop proches pour remarquer. Lucas a expiré lentement. Mélanie n'a pas parlé pendant plusieurs secondes. Je ne sais pas comment lâcher prise sur le contrôle, a-t-elle admis. Ce n'est pas quelque chose que l'on répare seul, ai-je dit. Elle m'a regardé différemment alors. Non pas comme un projet, ni comme un fardeau, mais comme une personne. As-tu déjà pensé à partir, a-t-elle demandé doucement. Oui. L'honnêteté de la réponse s'est posée entre nous sans accusation. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Ma mère, ai-je dit, et la conviction que peut-être un jour la vérité se tiendrait debout toute seule. Elle a laissé échapper un souffle tremblant. Je n'ai jamais voulu que tu sois petit, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. Mais vouloir la bonne chose et faire la bonne chose n'est pas toujours la même chose. Lucas a reculé vers le couloir. Je vais vous laisser de l'espace tous les deux, a-t-il dit doucement. Quand il a disparu à l'étage, la maison a semblé plus vaste. Mélanie s'est dirigée vers la cuisine et a commencé à rincer la vaisselle à mes côtés. Nous avons travaillé en silence pendant un moment, pas pour nous éviter, mais pour assimiler. Je pensais que si nous avions l'air de réussir, a-t-elle fini par dire, cela signifiait que nous étions en sécurité. En sécurité face à quoi? Face au jugement. Face au fait d'être moins. Je comprenais cela plus qu'elle ne l'imaginait. La sécurité ne vient pas du fait de diminuer quelqu'un d'autre, ai-je dit. Elle a hoché la tête. À l'étage, j'ai placé la mallette dans le placard et je l'ai verrouillée. Non pas pour la cacher, mais pour signaler que l'argent n'était plus le point central. Le lendemain matin, le virement bancaire a été confirmé. 35 millions d'euros. J'ai remboursé l'hypothèque avant le petit déjeuner. J'ai transféré une partie sur un fonds pour les soins de ma mère. J'ai mis de côté des fonds pour l'éducation de Lucas sans l'annoncer. Mélanie a regardé les notifications s'afficher sur mon téléphone. Elle n'a fait aucun commentaire. Plus tard dans l'après-midi, elle a appelé son frère. J'ai entendu une partie de la conversation depuis le couloir. Je dois clarifier quelque chose, a-t-elle dit, à propos d'Étienne. À propos de l'offre d'emploi d'il y a des années. Sa voix n'était pas travaillée. Elle n'était pas mise en scène. Elle était honnête. Cela comptait plus que l'article de journal. Ce soir-là, je suis allé chez ma mère. Elle était assise dans son fauteuil inclinable, tricotant quelque chose d'irrégulier et de déterminé. « Tu as l'air plus léger », a-t-elle dit alors que j'entrais. Je le suis peut-être. Elle m'a étudié avec attention. « As-tu gagné »
a-t-elle demandé. J'ai pensé à la table, aux gros titres, au virement bancaire. Je n'ai pas gagné, ai-je dit. J'ai arrêté de perdre. Elle a souri à cela. C'est bien, a-t-elle répondu. Gagner est bruyant. La paix ne l'est pas. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas compris au début de l'histoire. Il n'avait pas construit Valmont pour prouver que Mélanie avait tort. Je l'avais construit parce que le silence était le seul espace qu'il me restait. Et j'ai refusé de le remplir d'amertume. Si vous vous êtes déjà assis à une table où votre nom a été prononcé avec pitié, où quelqu'un d'autre a raconté votre valeur, je veux que vous entendiez ceci clairement. Vous n'avez pas besoin de construire une entreprise de plusieurs millions d'euros pour récupérer votre voix. Vous n'avez pas besoin de faire les gros titres. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements. Vous avez besoin de limites. Vous avez besoin d'une architecture personnelle. L'amour sans limite n'est qu'une porte sans serrure. N'importe qui peut entrer et réorganiser votre histoire. Ce soir, notre maison est plus calme. Elle n'est pas parfaite, ni guérie par magie, mais elle est honnête. Et l'honnêteté est le point de départ de la reconstruction.